Mais on commence tout de suite par se plonger dans cette nouvelle étude qui sort sur les enfants qui vivent en situation de pauvreté. Bonsoir Bonsoir. Anne-Catherine Guillot, vous avez co-réalisé cette étude avec Frank Vandenbroek en y apportant un nouvel indicateur, c'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui pour étudier la situation des enfants qui vivent en situation de pauvreté ne suffisait pas, il fallait trouver quelque chose de nouveau. C'est pas que ça ne suffisait pas. Habituellement, on utilise une approche monétaire, donc on regarde le revenu du ménage et on traite les enfants et les adultes de la même manière. Alors, de manière complémentaire à ça, l'Union européenne s'est dotée en effet de cet indicateur spécifique de déprivation où on regarde vraiment les conditions de vie des enfants au quotidien. Est-ce qu'ils sont à même d'avoir des vêtements adaptés à leur âge, des livres adaptés à leur âge, des chaussures de la bonne Ouais, donc taille? ça vous nous expliquerez, mais alors peut-être d'abord sur le mot que vous venez d'utiliser, Oui. déprivation, qui est peut-être pas un mot qui est familier pour tout le monde. C'est ça, cet indicateur que vous avez utilisé. Qu'est-ce qu'il signifie exactement? C'est un mot qui vient de l'anglais, hein, Oui, ça qui vient évidemment oui, qui les signifie enfants. privation. Oui, voilà, en situation de privation dans leur quotidien pour un certain nombre de biens et services jugés nécessaires. Voilà. Alors lesquels, justement, vous Mais avez fait voilà. une liste, voilà, de ces biens et services dont certains enfants sont privés. Oui, ben voilà. Donc avant de pouvoir analyser cet indicateur, il a fallu le définir au niveau européen. Donc il y a beaucoup de travail en amont avec mon collègue Eric Marlier et Dave Gordon de l'Université de Bristol. On a passé quelques années à se poser justement la question de la composition de cet indicateur. Et on a fait pas mal d'études sur base des données d'enquête pour savoir qu'est-ce qui était jugé nécessaire dans toute l'Europe, donc tant en Bulgarie qu'en Suède. Qu'est-ce qu'on pouvait considérer comme important pour les enfants. Alors on a finalement établi une liste d'indicateurs robustes, comparables entre les pays. Et donc ça regroupe en effet un certain nombre de choses très très concrètes dans le quotidien. Donc je vous disais, les vêtements adaptés à l'âge, les chaussures adaptées à l'âge, quelques livres, quelques jeux d'intérieur, Ouais, d'extérieur. les fruits et les légumes chaque Les jour fruits, les aussi, ça c'est un légumes. élément important. Et donc ça permet finalement de mieux comparer les pays entre eux que la seule donnée économique ou budgétaire qui est le revenu du ménage. Exactement. Donc au niveau européen, jusqu'ici, on avait une logique relative, donc on comparait chaque personne au revenu médian du pays. Donc vraiment, le seuil de pauvreté, il était défini dans chaque pays, avec le même critère, mais il différait de pays en pays. Ici, c'est une logique plus absolue, donc on compare les enfants bulgares avec les enfants suédois, avec exactement le même portefeuille d'items, de biens et services auxquels on estime qu'ils ont droit. Ouais, et cette comparaison-là, justement, à contrario, on pourrait aussi vous demander est-ce qu'elle est juste justement pour comparer les pays entre eux? Mais oui, on peut tout à fait défendre l'idée que tout petit Européen doit avoir droit à un certain nombre de choses. Alors, il faut bien insister sur le fait que ce n'est pas une obligation de partir en vacances, d'avoir des chaussures, d'avoir des vêtements. Ouais, C'est simplement si on le aussi désire. d'ailleurs de l'accès aux excursions et aux sorties scolaires. Voilà, Hein. donc ce qui est important, c'est de voir si l'enfant le désire, si sa famille le désire. Donc si on n'aime pas du tout les légumes, on n'est pas obligé d'en manger. Donc c'est pas normatif notre étude, c'est vraiment on mesure la privation qui est due à une contrainte financière. Donc si la famille ne peut pas se permettre d'offrir des légumes chaque jour à l'enfant, elle est considérée en situation de déprivation par rapport à cet item-là. Et alors les résultats, en ce qui concerne en tout cas la Belgique, ce qui est très frappant, c'est la disparité entre les régions. Parce qu'on sait déjà depuis longtemps que la situation bruxelloise est une situation assez difficile, qu'il y a effectivement beaucoup d'enfants qui vivent en situation de pauvreté. Ce qui est frappant, c'est la disparité entre en particulier la région bruxelloise et la région flamande. Ah oui, tout à fait. Donc on parle de 3 enfants sur 10 en situation de déprivation, donc qui manquent d'au moins 3 items sur ces 17 qu'on vient de lister, alors qu'en Flandre, on est à 8%. Donc 8%, 29%, pour être tout à fait précis. Donc même si l'enquête n'est pas tout à fait précise au niveau de Bruxelles, on sait qu'il y a un échantillon qui n'est pas énorme dans l'enquête, on travaille sur base d'une enquête, pas d'un recensement, eh bien c'est un ordre de grandeur, et c'est un ordre de grandeur qui ne trompe pas. Il y a vraiment une très forte déprivation des enfants à Bruxelles. Et qui correspond à l'ordre de grandeur que l'on connaissait jusqu'ici, sur base notamment des revenus du ménage. Oui, plus ou moins. La disparité était aussi grande. La disparité était aussi grande, en effet. On s'attendait à des résultats comme cela. Ce qui est plus choquant peut-être en utilisant cet indicateur de déprivation, c'est quand on était dans une logique monétaire, on se disait le seuil de pauvreté est défini dans chaque pays. Donc voilà, on avait beaucoup d'enfants pauvres à Bruxelles, autant qu'en Roumanie, mais le seuil était très différent. Ici, on compare des pommes et des pommes, pas des pommes et des poires. Très concrètement, on compare les mêmes items dans tous les pays européens. Donc quand on dit que le niveau bruxellois est proche du niveau lituanien, du niveau portugais, ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire que la déprivation est
aussi répandu à Bruxelles. Bien sûr, Bruxelles, c'est une grande ville, donc il y a un biais grande ville. On sait que la pauvreté se concentre plus dans les grandes villes, donc on compare quand même pas tout à fait des entités comparables, mais ça nous donne un ordre de grandeur très très concret de l'ampleur du problème à Bruxelles. Et de comparatif, vous parlez de la Lituanie, mais vous dites dans l'étude que finalement Bruxelles se retrouve au niveau de la Hongrie, oui. Quand la Flandre se retrouve au niveau des pays scandinaves, de la Suisse, de la Slovénie. Donc là, on a en effet une idée assez finalement plus précise, en tout cas, de la situation. Alors, vous faites aussi une série de recommandations, parce qu'après tout, il y a une responsabilité politique, évidemment, dans cette situation. Oui, on défend l'idée, évidemment, qu'avec un problème de cette ampleur, il faut un plan d'action d'ampleur également, qui couvre tous les domaines de compétences, qui part d'abord des politiques existantes et qui les évalue. Est-ce que ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas? Pour l'éducation, pour le logement, pour les gardes d'enfants. Tous ces domaines sont très, très importants pour expliquer pourquoi les ménages font face à des coûts très importants et ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Donc toutes ces politiques doivent être évaluées et puis on fait un certain nombre de recommandations politiques très concrètes dans chacun de ces domaines pour dire attention, ça, on estime qu'il faut vraiment approfondir ceci ou cela pour vraiment donner une impulsion différente à l'évolution. Parce qu'on a un peu fait cette étude quelques fois déjà dans notre carrière, basée sur la pauvreté monétaire, maintenant sur la déprivation. La sonnette d'alarme, on l'a déjà tirée plusieurs fois. Il y a certes des plans anti-pauvreté à un peu tous les niveaux de pouvoir, mais ce qu'on réclame ici, c'est un plan d'envergure qui couvre l'ensemble des politiques qui seraient menées par les premiers ministres ou les ministres-présidents des différentes entités, en collaboration les uns avec les autres et avec le niveau local, et qui servirait de véritable levier, parce qu'il faut quelque chose d'ampleur. On ne peut pas se contenter de mesurettes à ce stade-ci. Ouais, donc cette étude, elle est aussi, en tout cas, à destination des politiques. Vous avez déjà éventuellement envoyé ou été frappé à la porte de l'un ou de l'autre pour aller lui apporter votre étude? Très concrètement, l'étude a été présentée ce matin à la Fondation Roi-Baudouin devant une centaine de personnes et il y avait des responsables politiques et des responsables des partis qui étaient là. Donc on espère qu'ils vont s'en emparer, qu'ils vont éventuellement revenir vers nous avec des questions, des suggestions ou des propositions de collaboration. On est évidemment ouvert à ça. Merci Anne-Catherine Guillot, en tout cas, de nous avoir apporté cet éclairage. Et en effet, je précise que cette étude, elle est évidemment accessible sur le site de la Fondation Roi-Baudouin.